urbaine. La formule de ce soir va être comme à l'habituel, c'est-à-dire je vais vous présenter les conférencières. Ensuite, M. Beaumarou va faire une petite introduction. Ensuite, les conférencières vont présenter des conférences de 15 à 20 minutes tour à tour, suivies d'une période de questions et d'un cocktail dans l'atrium. For those who speak English, the presentation of tonight will be in French only, but feel really free to ask your question in English in the question period. Comme certains ont pu le constater peut-être via notre page Facebook ou les infolettres, les conférencières de ce soir ne sont pas les conférenciers qui étaient prévus à l'origine dans votre programme papier. Alors, sans plus tarder, je vous présente les conférencières qui ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme à être parmi nous ce soir. Donc, la première d'entre elles, il s'agit de Joanne Kane, qui est historienne de l'art et qui détient une maîtrise en muséologie à l'Université du Québec à Montréal, travaillant présentement sur l'implantation de l'organisme Partenaire, organisme voué à la philanthropie culturelle. Elle est conservatrice de la collection de la Banque nationale du Canada depuis 2002 et présidente de l'Association des collections d'entreprises depuis 2005. Elle a été conservatrice de la collection d'Hydro-Québec de 1997 à 2000. À titre de consultante et de commissaire invitée, Joanne Kane a réalisé plusieurs projets et a également publié des textes dans des revues spécialisées et a été nommée ambassadrice de la Faculté des arts de l'UQAM en 2010. En 2013, elle a été nommée sur le groupe de travail sur la philanthropie culturelle par le gouvernement du Québec. Elle est aussi membre du Bureau des arts publics de Montréal et du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec. La deuxième conférencière qui est parmi nous ce soir, il s'agit de Anne Darche. Elle est propriétaire de Pertinence, un cabinet de conseil en stratégie, communication, marketing et en vigie des tendances de consommation. Anne est reconnue comme la spécialiste québécoise des tendances de consommation. Donc, depuis 25 ans, elle analyse le comportement du consommateur, traque et décode les signaux émergents qui modèlent notre société et elle aide les entreprises à mieux déceler les signes avant-coureurs du changement. Parallèlement à ce travail de vigie, Anne a œuvré pendant 20 ans au sein de l'Agence de publicité de Montréal. Elle a piloté des campagnes publicitaires d'envergure et a contribué à bâtir et à diriger ce qui est devenu l'une des principales agences canadiennes de communication marketing. Elle détient une maîtrise en administration des affaires, un baccalauréat en design graphique et elle est administratrice de sociétés certifiées. Anne Darche est présidente du conseil d'administration de l'organisme d'art public MU. Je vais maintenant céder la parole à Dino Beaumarou, directeur des politiques d'Héritage Montréal, qui va faire une courte introduction à la présentation de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Welcome to everybody. Once again, we have this series. This challenge is a sort of meteorologically challenge, but justice will prevail. Merci bien de cette présence et on espère que ce sera quelque chose d'intéressant pour vous et aussi pour Montréal. La question de l'art public, on s'y intéresse comme organisme depuis des années. Comme citoyen, on se rend compte que depuis 2 siècles, il y a une pratique de réalisation de commissions aussi d'œuvres et ça a beaucoup évolué avec le temps, mais peut-être le contexte de l'échange de ce soir, c'est de voir comment est-ce qu'on... Il y a quelques questions qui se posent. Comment la notion d'art et d'espace public ont pu évoluer? Puis, point de vue là-dessus, nous serons communiqués par nos 2 conférencières. Alors, avant un échange qu'on aura ensemble et qui se poursuivra par un verre de l'urbanité après. Alors, on est ici au McCord, sur la rue Sherbrooke. De l'autre côté de la rue, le campus de l'Université McGill, en face duquel se trouve un personnage en bronze qui est en train de tapocher sur un ordinateur avec un écureuil qui lui prend un morceau de hamburger, tellement rigolo. On se rappelle qu'il y a quelques années, pas loin de là, il y avait des nounours en bronze qui avaient été apparus, des wapitis sur fond de souches calcinées. Le tout en bronze, un matériau qui est souvent associé à l'art public ou peut-être davantage privé, parce que le bronze est proche de l'argent et également de l'or. On se
rappellera sans doute la publication, il y a 1 an tout juste, de la lettre que nous avons appelée la lettre BLT, parlant de hamburger. C'est la lettre que j'ai co-signée avec Michel Leblanc et Alexandre Taillefer, Boumbarou, Leblanc, Taillefer, BLT, dans le devoir sur la question de l'art public. Puis on posait un certain nombre de questions, on énonçait un certain nombre de principes. Ils étaient 5. Il y avait des principes d'identité, d'accessibilité, d'urbanité, de pérennité et de collectivité. Donc, ça touchait autant la question du sens que la réalisation de ces objets-là, comment est-ce qu'ils s'insèrent ou ils participent ou même ils créent, ils donnent du sens à des espaces qui peuvent être ingrats. On sait qu'on en a plusieurs à Montréal. Ou encore, comment est-ce qu'ils sont accessibles ou inaccessibles. Alors, c'est des accessibilités physiques. Vous vous rappelez peut-être le moment où Crémazie, quand même une pièce... je pense que c'est Hébert qui a fait Crémazie, était là au milieu du rond-point sous le boulevard métropolitain. Parce qu'on a dit Crémazie, ça va à côté du boulevard Crémazie, qui est devenue la métropolitaine des années 50. Alors, c'est une idée géniale de quelqu'un qui n'en avait pas beaucoup. Et ça a été là, ça a macéré dans la saumure pendant des années avant que, parmi les derniers gestes brillants, je dois dire, dans ce cas-là, de l'administration Bourque, ça a été de le ramener au Carré Saint-Louis, où il trouvait tout son sens. Est-ce qu'on pouvait donner... Et à la place, on a mis un remarquable muffin qui, peut-être dans l'esprit de certains, correspond à une notion d'art public. Alors, on a ces phénomènes qui se produisent en parallèle, et ça a beaucoup motivé la lettre d'il y a 1 an. On a tout le débat du Calder. Alors, comment est-ce qu'on déménage le Calder? Où est-ce qu'on le replace? Comment est-ce qu'on le remplace? C'est des questions qui sont très présentes. Et plus récemment, on a vu apparaître une forme d'art public qui est étonnante, qui est celle des 1% temporaires. Alors déjà, 1%, ce n'est pas beaucoup. Alors quand on est sur du numérique, des projections qui disparaissent, le contrat finit, je ne sais pas combien d'années après, bien, on se demande, est-ce qu'on est vraiment en train de bâtir ou d'enrichir une collection que la Ville de Montréal s'est donné beaucoup d'efforts, Francine est là, pour... documenté pour gérer depuis plusieurs années une collection d'art public qui va bien au-delà. On parle de la notion des 1000 œuvres, qui ne sont pas juste celles qui appartiennent à la ville ou au gouvernement, mais celles qui sont présentes dans notre paysage. Alors, on a ces questions de sens, on a des questions de classement. Qu'est-ce qui se passe avec l'agora d'Audelin? Est-ce que ça a été longtemps incertain, même au niveau de la définition? Est-ce que le travail de Daudelin, c'est cette vasque en bronze ou c'est l'ensemble de l'aménagement? Peut-être pour nous, on a une position qui est assez claire là-dessus, mais il n'est peut-être pas... Enfin, je pense que c'est en train d'évoluer. Dans ce contexte-là, on voit aussi la notion d'initiative particulière, d'initiative corporative, d'initiative au niveau des politiques publiques. C'est un peu là-dessus qu'on a posé 2 questions à nos conférencières. Je tiens à les saluer pour les remercier d'avoir pris ça à pied levé un peu. Je ne sais pas si l'expression convient bien, mais quelle place pour l'art public dans la géographie, l'identité, la citoyenneté montréalaise? On est une métropole culturelle. On est exposé aux grands phénomènes marketing de ce qu'on voit avec à Chicago, tous ces phénomènes-là. Comment est-ce que ça nous affecte? Est-ce qu'on... La citoyenneté montréalaise, est-ce qu'elle a aussi son droit de départ? Et puis, deuxièmement, comment réunir l'art, l'aménagement et les usages de l'espace public? Parce que si l'espace est public, ce n'est pas juste parce que quelque part dans un registre, il est déclaré comme tel. Peut-être au-delà du registre, il y a aussi le sens public des espaces qui sont parfois publics, parfois privés. Pensez aux grands domaines institutionnels qui sont sur la montagne. Des fois, les cimetières, par exemple, ce sont des espaces privés, mais qui sont fondamentalement de valeur collective. Alors, comment est-ce qu'on joue avec ça? Et ce sont... des questions qu'on a posées. Alors, je demanderais peut-être à Mme Darche. Madame Mu, voilà, qui a nous émouvoir. Alors, merci bien. Et on prendra les échanges tout à l'heure. Alors, tantôt. Oups. Alors, oui. C'est déjà arrivé, ça, à quelqu'un. Hein? Alors, bonsoir, je me nomme Anne Darche, je suis présidente du conseil d'administration de MU et je remplace ce soir Elisabeth Anne Doyle, qui est cofondatrice, directrice générale et directrice artistique de MU, qui ne peut être ici ce soir. Elisabeth Anne est en convalescence.
suite à une intervention médicale. Alors, je m'en excuse à l'avance, je n'ai pas la connaissance intime de Mu, la connaissance quotidienne de Mu qu'en a Elisabeth Anne, mais en tant que bonne publicitaire, je vais tenter de compenser là, avec un surplus d'enthousiasme. Mu, c'est un organisme à but non lucratif qui est actif depuis l'été 2007 et qui est reconnu comme organisme de bienfaisance depuis 2009, basé sur son volet éducatif. La mission de Mu, c'est d'embellir Montréal en réalisant des murales qui sont ancrées dans les communautés et d'éduquer la population à l'importance de l'art dans l'espace public, tout ça pour ultimement bâtir des communautés plus belles et plus fortes. Ce qu'on veut, c'est permettre à tous de vivre une expérience artistique sensorielle, peu importe son origine, son âge, son éducation, son sexe, sa langue, sa culture. Ce qu'on veut, c'est créer du sens. Quelques chiffres. En 7 ans, Mu a produit 50 fresques d'envergure, 55 projets communautaires et plus petites murales, et ce, dans 15 quartiers. 5000 jeunes ont été impliqués via des ateliers d'art mural. 850 000 $ ont été versés en honoraires artistiques depuis 2007. Et évidemment, à tous les jours, des milliers de personnes sont rejointes par nos murales. Qu'est-ce que ça veut dire, Mu? Ben, vous l'aurez deviné un peu. Mu pour mural, bien sûr. Mu pour mur. Mu pour mutation. Mais également Mu pour M-U-E. Pour Mu, une murale, c'est une façon de donner une nouvelle peau aux murs défraîchis de la ville. C'est une belle histoire, la petite histoire de Mu. C'est en passant par Philadelphie avec le Cirque du Soleil, où elles travaillaient toutes les deux, que les deux cofondatrices de Mu, Elisabeth Anne Doyle et Emmanuel Hébert, ont pris conscience de l'ampleur du phénomène de la peinture murale et de son impact, autant pour la diffusion de l'art que pour le développement économique et social de la ville. Et là, ils se sont dit, pourquoi pas à Montréal? Et voilà. Alors, Mu a réalisé sa première murale que voici, dans le quartier Saint-Michel en 2007, et comme on dit, « the rest is history ». Mu base sa philosophie et sa méthodologie autour de 2 axes d'intervention complémentaires et un credo. On commence avec le credo. Alors, pour Mu, le processus est aussi important que le résultat et le résultat est aussi important que le processus. L'un ne va pas sans l'autre. On ne fait pas des murales communautaires, distinction, on fait des murales ancrées dans la communauté. Impliquer le citoyen, ça ne veut pas nécessairement dire lui placer un pinceau dans les mains. Les murales doivent créer un sens commun et ne pas être uniquement décoratives. Et la murale, finalement, se veut un levier pour d'autres changements. Mu base sa philosophie, sa méthodologie autour de 2 axes complémentaires d'intervention. Le premier, la démocratisation de l'art. Alors, on vise à susciter une expérience esthétique dans l'espace public. On soutient, comme j'ai mentionné, financièrement des artistes. 850 000 $ depuis 2007, c'est pas rien. On leur offre une vitrine. Souvent, c'est une vitrine auquel ils n'auraient pas accès. On travaille, oui, avec des artistes établis, mais également avec des artistes de la relève. On soutient l'art comme un vecteur de transformation. On crée des rencontres informelles et ponctuelles entre les artistes et la population, et ça tout au long du développement des murales. Et notre deuxième axe d'intervention, c'est le développement local. Alors pour nous, la murale, c'est un geste de propreté, c'est un geste de beauté qui entraîne la revitalisation des secteurs en augmentant le sentiment de sécurité, d'appartenance, de fierté. Et ce geste entraîne à son tour d'autres gestes de beauté et de propreté. La murale favorise l'occupation de l'espace public et de son milieu de vie. Et toujours dans cet axe de développement local, très important, on implique dès le départ la communauté immédiate dans le processus en amont de la création de la murale. Et ça, on fait ça via les groupes communautaires, une table de concertation. On s'assure de toujours aller chercher une validation locale. Notre approche, elle est bottom-up et non pas top-down. On offre aussi aux jeunes des ateliers d'art mural qui comprend, entre autres,
le volet très important de la sensibilisation au graffiti illégal et on fait participer les citoyens à des murales en mosaïque. Chaque projet est unique, mais dans chacun des cas, MU agit comme un catalyseur. Le catalyseur qui permet la transformation d'un milieu de vie en créant des partenariats et des collaborations avec de multiples acteurs. Le milieu communautaire, les artistes, la ville, les instances gouvernementales, le milieu corporatif, les citoyens, les propriétaires de murs. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un vernissage de mural, il y a toujours bien du monde sur nos photos. Et souvent, il y en a 2 fois, 3 fois le nombre que vous voyez là. MU, c'est le lien qui permet à la murale d'être la somme de la contribution de tous ces acteurs indispensables. Parce que MU réussit à accomplir un travail que chacun, individuellement, aurait beaucoup de difficultés à réaliser seul. Réaliser des murales, c'est construire des communautés plus fortes, plus solides, en posant un geste marquant, un geste qui cristallise le dynamisme d'une communauté. La murale, ça devient comme une étampe pour le quartier. Et cette étampe, elle est durable. Nos murales ont une durée de vie anticipée de 15 à 20 ans. Et ça, à cause du très grand soin qu'on apporte à la préparation de la surface. Les murs, on les nettoie, on les répare. Alors, on est loin là, d'une murale temporaire, éphémère, événementielle, peinte sur n'importe quelle surface, souvent en une journée, et qui va se détériorer rapidement. MU est dans le business des murales durables pérennes. Et ces murales, on s'engage à les entretenir. À chaque nouvelle murale, on met des sous de côté pour un entretien éventuel de chacune des murales. Et Elisabeth Anne aime dire que notre plus ancienne murale, elle a 7 ans et il n'y a rien qui a bougé encore. Alors, ça augure très bien pour les prochaines années. On construit aussi des communautés plus fortes en modifiant les comportements des citoyens envers leur milieu de vie, ou du moins en modifiant leur perception de leur rapport avec leur milieu de vie, en diminuant, par exemple, le sentiment d'insécurité. On construit des communautés plus fortes en déclenchant ce processus d'embellissement qui se poursuit, comme je le mentionnais, par la suite, par d'autres gestes d'embellissement posés par le milieu même. On construit des communautés plus solides en suscitant des rencontres impromptues entre les générations et entre les cultures, sur les lieux de création et aux ateliers. Et, très important, on permet aux citoyens d'être témoins du processus de création. Et ça, c'est clé. Les murales MU ont cette particularité de permettre à tout le monde de voir des artistes travailler tous les jours pendant de 6 à 8 semaines. Alors, vous pouvez imaginer que les liens de confiance et l'appropriation de l'œuvre et également l'appropriation de l'artiste par la communauté se font au jour le jour. Alors, pour la population qui assiste quotidiennement à la naissance de l'œuvre, la murale, ça devient sa murale et l'artiste devient son artiste. Le temps requis pour peindre une murale nous sert très, très bien. Progressivement, sans brusquerie ni obligation, l'espace public est transformé, tout comme ses citoyens. Soudainement, ces citoyens perçoivent leur environnement différemment et, ultimement, perçoivent aussi différemment leur propre rôle et relation avec cet environnement. Les murales contribuent à développer le sentiment d'appartenance. Leur réalisation interpelle les citoyens et suscite des émotions, même dans le cas où les citoyens ne participent pas directement à ces œuvres. Un bel exemple, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans aux Habitations Jeanne-Mance. Habitations Jeanne-Mance, c'est le plus grand HLM au Québec. C'est situé, comme vous le savez, au centre-ville, tout près d'ici, à l'est de Sanguinet et au sud d'Ontario-Est. Le complexe compte 1700 résidents venant de plus de 70 pays. Alors, on est là, on y travaille depuis 5 ans et on peut vraiment dire que l'art public et mural a transformé le milieu de vie. Alors, je vous montre ici 4 murs aveugles avant notre passage et voici ces mêmes 4 murs
après notre passage. Alors, ces 4 murs présentent les 4 saisons montréalaises et l'art public et mural a embelli, redonné aux résidents le goût d'habiter les habitations Jeanne-Mance. Et la présence de l'art mural a aussi, on le constate année après année, incite la population en général à venir explorer et découvrir ce lieu qui a trop longtemps été stigmatisé. On a récemment entrepris une 2e série de 4 murales. Alors, voici les murs aveugles et voici nos 2 premières murales de cette 2e série. Alors, c'est sur le thème des 4 éléments. Vous avez ici l'air et l'eau. Et les prochaines seront, on va voir si vous connaissez vos 4 éléments. Bravo, le feu et la terre. Voilà. Alors, à suivre. Ce qu'on fait également aux habitations Jeanne-Mance, ce sont des murales. Et ça, les murales en mosaïque. Et les murales en mosaïque, ça, on fait participer les gens, mais selon certaines directives données par nos artistes et nos animateurs. Et c'est une façon pour eux, là, aux résidents, de participer concrètement à l'embellissement de leur environnement. Alors que ce soit sur des très grands murs, comme on voit ici, que ce soit sur du mobilier urbain. Et comme je mentionne, c'est toujours mené là, sous la direction de nos artistes. Et ces ateliers de céramique sont offerts quotidiennement et connaissent un très grand succès. On mène également des ateliers d'art pour les jeunes et on les dirige dans la réalisation de projets qui, encore là, embellissent leur chez eux. Pour nous, la culture, c'est une passerelle qui permet aux uns et aux autres de communiquer, de se reconnaître, de vivre ensemble et d'apprendre à voir autrement. Chez MU, on a la certitude que l'art contribue à créer des espaces de vie vibrants, rassembleurs et stimulants pour les membres d'une communauté. Nos interventions en milieu HLM en témoignent. On a reçu le prix Citoyen de la culture remis par les Arts et la Ville en 2012 pour notre contribution à la revitalisation des habitations Jeanne-Mance. On a aussi contribué, et on continue de contribuer, à la revitalisation d'une dizaine d'autres HLM montréalais. Et l'Office municipal d'habitation de Montréal, qui gère 22 000 logements à prix modique ou abordables, est un partenaire officiel de MU. Alors, je me dis que si ces gens-là travaillent avec MU, c'est sûrement que notre art est utile. Notre raison d'être, c'est l'art qui suscite des émotions. Pour MU, l'art mural permet de toucher le cœur des gens et sème une graine quant à un changement de perception, de regard sur notre milieu de vie et, ultimement, sur notre rôle en tant que citoyen d'une cité. Notre motivation, c'est notre amour pour Montréal. Montréal, dont la plus grande qualité est son échelle humaine, son humanité, son humilité, son humour, son histoire et son harmonie dans les différences. Montréal, c'est le pourquoi, le comment et le qui nous sommes. Notre amour pour Montréal guide notre processus et définit nos murales. Montréal offre de nombreuses possibilités artistiques. Nos murales aux esthétiques variées représentent l'éclectisme de notre tissu urbain. Elles apportent de la couleur et des particularités dans les quartiers, touchent le cœur des gens et suscitent des émotions, que ce soit à Parc Extension, sur la rue Laurier ou sur la Sainte-Catherine, que ce soit à Verdun, dans le quartier latin, à Rivière-des-Prairies, sur le boulevard Saint-Laurent, dans le quartier des spectacles, ou même dans le métro, à la station Champ-de-Mars. Les murales, oui, hein? J'ai entendu ça. Moi aussi, je la trouve bien belle, celle-là. Les murales MU suscitent des émotions. Je vous invite à visiter notre nouveau site Web. Il est vraiment super. Il est en ligne depuis quelques semaines seulement. Vous allez trouver là l'ensemble de nos murales. Vous allez avoir de la description sur chacun de ces projets-là. Vous allez avoir une courte biographie de chacun des artistes avec qui on travaille.
Parmi les autres éléments essentiels au changement, il y a bien sûr le financement. Philanthropes, je vous remercie et je vous encourage à continuer de soutenir la culture. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas les petits organismes comme MU. C'est important de faire confiance aux petits, aux atypiques, aux ambitieux. Ils font également de très belles choses, n'est-ce pas? Merci. Merci, Madame Darche, pour ce panorama. Enfin, je notais que vous travaillez à changer le regard en travaillant sur les murs aveugles. C'est très pertinent. C'est le nom de votre boîte. Nous, on élève le regard. Et par hasard, ce matin, j'ai croisé Ron Rayside, l'architecte, qui me disait qu'ils font un inventaire citoyen des murales dans le quartier centre-sud. Puis ils en trouvent. J'ai dit, est-ce que tu rentres les tags là-dedans? Il dit, non, non, c'est juste des murales. Alors, c'est un espace qui est d'ailleurs pas loin d'ici. On a au métro Place des Arts, il y a une murale qui date des années 70, comme quoi, quand on choisit bien sa peinture puis qu'on collabore avec la maçonnerie, on peut s'inscrire dans le temps. On va avoir Joanne qui vient nous parler de ce même question, utilité ou futilité. Enfin, c'était pour la rime, bien entendu. Fut-il ou elle? Et on a Joanne qui a travaillé à ce groupe conseil, philanthropie culturelle. Hein? Monsieur Bourgie en était le président. Exactement. Bien, incroyable, vous savez, les petits déjeuners. Quand on traîne à Montréal, on trouve toutes sortes de monde, hein, Claude? Et puis, il me disait que les crédits d'impôt pour l'art public semblaient en bonne voie d'être mis en place. Alors, je sais que c'est peut-être pas l'endroit, c'est pas la thématique la plus inspirante, mais en quelque part, les moyens, des fois, il faut se les donner. Mais j'aimerais que Joanne vienne partager avec nous ses réflexions bien instrumentées. Merci. Bonsoir. Je ne vous parlerai pas des crédits d'impôt et non plus de philanthropie, quoique c'est un sujet qui me passionne, mais je vais vous parler plus de l'implication au niveau de l'art public. J'ai approché la conférence de ce soir selon plusieurs questions. En fait, si vous avez lu le prospectus, on nous posait plusieurs questions. Et avec bonne raison qu'on nous posait ces questions-là, parce que l'art public suscite énormément d'engouement, mais aussi de questions et de réflexion et de débat. J'ai commencé en mettant la photo de David pour une seule raison. En fait, c'est le David de Michel-Ange que la plupart des gens connaissent. C'est que cette œuvre-là, quand elle a été inaugurée et qu'elle avait été commandée par la famille Médicis, elle a été vraiment... ça l'a levé la colère. Les gens lançaient des pierres. Elle n'a pas été acceptée du tout. Et maintenant, c'est un symbole mondial de l'art. Donc, c'était un clin d'œil. Je ne parlerai pas de David comme étant un art... Oups! De l'art public. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'écran. OK, merci. Donc, excusez-moi, je joue avec mon micro. C'est la misère avec la hauteur du micro. Merci, c'est parce que ça cache mes feuilles, c'est pas grave. Donc, art public dans la ville, utile ou futile? La première question a été assez facile à répondre. C'est très, très utile parce que l'art public participe à la construction identitaire de la ville, de la métropole ou de l'endroit où elle s'inscrit. Par contre, j'ai envie de vous poser la question autrement. J'espère que je vais être en mesure d'élaborer ma pensée en 20 minutes. Mais plusieurs questionnements, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont soulevés autour de l'art public et en ce moment, surtout parce qu'on le voit partout. On le voit vraiment, là, je dirais, éclore quasiment à chaque coin de rue. Et ça, je vais revenir sur cette question-là un peu plus tard. Qui dit art public dit public, donc citoyen. C'est au fondement même de la question plus large qui nous a été posée, et je vous l'ai indiqué ici. Quelle place pour l'art public dans la géographie, l'identité et la citoyenneté montréalaise? Comment réunir art, aménagement et usage de l'espace public au-delà de l'événement? Et je me suis vraiment penchée sur événement. Je trouve l'aspect événementiel excessivement important et intéressant quand on réfléchit à l'art public.
Donc, la question était très bonne de se poser la question, comment on peut aller au-delà de ça? L'art, là, je vais vous donner juste des termes généraux, mais juste pour se mettre dans le bain. L'art public n'est pas une forme d'art. Comme vous le savez, sa taille peut varier. Elle peut être spécifique à un site ou n'être pas spécifique. Donc, les œuvres peuvent se déplacer. Elle peut être permanente ou temporaire. Elle peut avoir plusieurs formes. Ce qui distingue l'art public, c'est l'association unique entre la façon dont l'œuvre est faite, où elle se trouve et ce qu'elle signifie. L'art public peut exprimer les valeurs d'une communauté, peut améliorer ou non l'environnement. Elle peut transformer le paysage, accroître notre conscience ou remettre en question nos croyances et nos conceptions. Placée dans des lieux publics, l'art est là pour tous et elle est une forme d'expression collective. Je vous ai mis des images là, connues d'espaces publics. Ça, c'est le Joan Plansa, qui est une fontaine, Crown Fountain, au Millennium Park à Chicago. Et un beau clin d'œil, Klaas Oldenburg, au Minneapolis Sculpture Garden. En fait, c'est une fontaine. Malheureusement, la photo ne montre pas la cerise qui gicle l'eau. Mais ce sont des œuvres assez connues d'art public. Donc, on les voit apparaître, comme on dit, dans les parcs, les places de ville. On les voit dominer les autoroutes. Elles se cachent dans les parcs, les stationnements et maintenant de plus en plus dans les hôpitaux. On le voit avec les centres hospitaliers à Montréal, au centre aussi de recherche du CHUM. Donc, il est partout. Mais quel impact a-t-il? Et pourrait-il avoir un effet sur notre santé et notre bien-être ou sur notre identité? J'ai pris l'exemple qui est très, très connu des Britanniques, en fait, au Royaume-Un. C'est l'Ange du Nord de Anthony Gramley. On voit l'échelle. Là, j'ai essayé de trouver une photographie qui montre bien l'échelle. C'est un ange énorme. Donc, avant d'être érigé en 1998, il a été au cœur des controverses. Il a failli ne jamais être érigé. Il y a eu une controverse autant au niveau de la population, mais aussi au niveau des élus et les élus aussi dans l'opposition, qui ont décidé que c'était le fer de lance, puis ils ont mené la bataille. Donc, maintenant, l'ange est emblématique. Il est un symbole unificateur pour la communauté dans laquelle il se dresse fièrement. Ici, au Québec, nous, on a vécu plusieurs histoires. En fait, Francine ici pourrait en témoigner. Je vais vous montrer des images aussi d'œuvres qui ont témoigné, qui ont suscité, beaucoup de réactions. Mais on a juste à penser à la famille de Jean-Paul Roussel. Je n'ai pas trouvé d'image pertinente à vous montrer, mais qui était une œuvre magnifique qui a été malheureusement démantelée, pas démantelée, mais retirée. Et maintenant, elle n'est plus dans son lieu d'origine. Elle est au Musée des Beaux-Arts, mais au moins, elle est toujours existante. Ou encore l'ajout de Jean-Paul Riopel. Tout le déménagement de la joute a suscité beaucoup de controverses. On a parlé aussi du Caldaire. Donc, vraiment, l'art public suscite beaucoup de réactions. Ici, ce n'est pas une œuvre qui est encore existante, c'est une œuvre qui devrait être faite. C'est l'Ange du Sud. Ils veulent faire compétition à l'Ange du Nord. C'est une œuvre de Mark Wallinger qui devrait être mise en place à Ebbfleet en Grande-Bretagne aussi. Elle a suscité beaucoup de controverses. Maintenant, qu'est-ce qui suscite la controverse? C'est les montants. Elle est en train de coûter 4 fois plus cher que le prix d'origine. Donc, ça aussi, c'est une autre... on réussit à convaincre les gens ou la communauté, mais l'argent ne suit pas, ou en tout cas, il n'y a pas eu une... je ne sais pas si c'est les ingénieurs ou l'artiste qui ont fait leur mauvais calcul, mais en tout cas. Donc, je voulais juste vous montrer cette œuvre-là, ce sujet-là, pour montrer la controverse. Et en Grande-Bretagne, ils n'ont pas froid aux yeux quand même au niveau de leurs œuvres. Ce n'est pas toujours... qu'est-ce qu'on pourrait voir comme étant le plus sage. Donc, ici au Québec, dernièrement, Cooksasville, Mélanger le tout, a eu beaucoup d'interrogations. Moi, je trouve que c'est une œuvre qui est excessivement réussie. Le Michel de Brouin, Révolution, je ne crois pas que ça a suscité beaucoup de mauvaises réactions. Je pense que ça a été très bien pris par la communauté.
mais je voulais quand même vous montrer des œuvres phares et identitaires de Montréal aussi qui ont été faites dans les dernières années. Donc, tout à l'heure, je vous posais la question, on a parlé des faits sur la santé, mais les faits de l'art public sur la santé et le bien-être, c'est que récemment qu'on s'intéresse à ça. Et si on revient à l'Ange du Nord de tout à l'heure, là, je peux revenir, celui-ci. Il y a l'Université de Durham qui est en train de faire une étude de cas sur cet ange-là. Ils n'ont pas encore terminé leurs études, mais en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont publié? C'est qu'en sondant la population en général, 72% des habitants de la région disent qu'à chaque fois qu'ils voient l'ange, ils se sentent bien. Et 64% se sentent fiers d'être soit de Gateshead ou sont fiers de Gateshead, la ville où on retrouve l'ange. Comme quoi, la controverse n'équivaut pas toujours à échec. Je pourrais vous en parler longuement avec mon expérience en entreprise étant conservatrice. Quand on place des œuvres dans un espace public, ça suscite automatiquement des commentaires. Et j'aurais beaucoup d'histoires à vous raconter à ce sujet-là, mais chose que mon expérience m'a prouvé par contre, c'est que quand on explique les œuvres et quand on est intéressé, passionné, et qu'on communique cette passion-là, souvent ça fonctionne bien, on réussit à allier les troupes. Donc, une façon de se protéger est d'établir des politiques d'acquisition en art public. Ici à Montréal, on en a une très bonne et elle est assez large. La raison pour laquelle je vous parle d'ouverture d'esprit au niveau des politiques, c'est qu'on peut avoir une politique d'acquisition qui est très, très ciblée, comme à Johannesburg. Pardon, oui. Excusez-moi, j'ai d'autres œuvres ici de Montréal. Je peux encore à Cook-Sasseville, le Méangle, qu'on voit Ontario et Saint-Laurent. Et je voulais faire le clin d'œil à Melvin Charney. C'est une œuvre qui est là depuis longtemps et qui habite vraiment bien l'espace. Donc, je parlais tout à l'heure de politique. Donc, Johannesburg, en 2007, s'est doté d'une politique où les œuvres en fait, la ville de Johannesburg est vue comme une ville post-apartheid et les œuvres doivent traduire cette réalité-là. Donc, les œuvres doivent parler d'apartheid ou de la réalité de l'apartheid. Donc, c'est une politique qui est très, 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 très ciblée. Ça peut donner des œuvres qui sont intéressantes et qui fonctionnent, mais par contre, on n'en sort pas et il y a des résultats qui sont un peu moins intéressants. Donc, je vous montre ici deux œuvres. Une de Angus Taylor, qui est un hommage à Hermès, qui est au siège social de Apple à Johannesburg. Et une autre, celle-là, elle a vraiment été décriée beaucoup, qui est de Elland, et donc qui fait toute référence à leur passé aussi de chasseurs, le milieu naturel qui a été maintenant envahi par la ville. En tout cas, il y a tout un débat autour de cette œuvre-là. Donc, cette politique, malgré le fait qu'elle a donné de bons résultats, comme je disais, elle est vraiment trop serrée. Le sentiment d'appartenance et l'acceptation d'une œuvre dans l'espace public ne doit pas nécessairement passer par une politique stricte. Cela dit, comme je vous ai dit, je suis convaincue qu'une politique est essentielle pour le développement cohérent d'une collection d'art public et aussi de n'importe quelle collection, qu'elle soit d'entreprise. Là, je ne vais pas faire passer un message, mais je crois que les politiques au niveau en matière d'acquisition sont importantes. Autre facteur de succès serait l'adhésion du public aux œuvres. Attendez, je vais vous revenir sur ça. Selon plusieurs études, et plus spécifiquement selon Alan Brown, ce qui garantirait le meilleur résultat et qui faciliterait une réaction positive en lien avec l'art public, c'est l'implication du citoyen. On l'a vu tout à l'heure avec MU, l'implication du citoyen est assez importante. Son bureau, Wolf Brown, localisé à San Francisco, a mené une étude très large et très poussée au niveau international. Ils sont arrivés au résultat suivant. La diapositive est en anglais, mais je vais vous l'expliquer. Donc, à gauche, on voit, qu'est-ce qu'on peut voir, l'indice qui est total. On parle de total à pas du tout, ou pas du tout, moi je trouve ça un peu exagéré, mais beaucoup moins.
qui est le contrôle de la créativité. Donc, ça, c'est l'indice. Comment on est capable de voir si les gens sont créatifs, comment aussi ils interagissent et comment ils interagissent avec les œuvres. Donc, au plus bas niveau, on a Ambient Arts Participation, qui est une participation qui implique une implication consciente ou inconsciente de l'art. Donc, un exemple, vous passez à travers une place publique, il y a des œuvres. Vous pouvez passer votre chemin, pas la remarquer, ou la remarquer, c'est conscient, puis vous continuez votre chemin. Mais il y a eu une interaction quand même avec l'œuvre. Mais l'implication créative est de très bon niveau. En haut, on a Observational Art Participation, donc observateur. Ça englobe toutes les expériences artistiques qu'on sélectionne nous-mêmes et qui sont motivées par une attente. Donc, aller dans un spectacle, aller voir une exposition. Donc, on a des attentes, on entre en lien avec les œuvres, mais on ne participe pas. Au troisième niveau, on a ce qu'il appelle, lui, le curatorial, donc tout ce qui est le commissariat, si on pourrait dire, la participation de commissaires. Donc, qui est l'acte de sélectionner librement, d'organiser ou de collectionner à sa propre satisfaction. Donc, dans le fond, à chaque fois que vous downloadez de la musique et vous faites des playlists, là, vous avez une forme de commissariat. Quand vous faites l'acquisition d'œuvres à la maison et que vous les étalez selon votre goût, c'est une forme de commissariat. Mais vous vous engagez avec les œuvres d'art d'une autre façon. Vous n'êtes pas juste spectateur, vous avez un début d'action. Donc, vous avez un contrôle sur votre créativité. Tout de suite en haut, on a Interpretive Arts Participation. Donc, l'interprétation qui est un acte créateur et qui est l'expression de soi en lien avec une œuvre existante. On n'est pas dans la création totale. Donc, tout ce qui est médiation culturelle ou encore avec MU, qu'est-ce qu'on voyait tout à l'heure, on invite les gens à participer. Donc, il y a déjà là plus d'adhésion à l'événement. Puis, je vais venir éventuellement avec l'événement. Et en haut de la liste, où on a un contrôle total, c'est l'inventif, donc celui qui engage le corps dans l'acte de création artistique et qui est unique, singulière, indépendamment du niveau de compétence. Donc, quand on crée, ce n'est pas nécessairement de créer une œuvre importante, mais c'est juste de créer. Donc, à ce moment-là, on est vraiment totalement engagé dans le contrôle créatif. Un bon exemple de ça, je vous parle de ça pour vous montrer les différentes sortes d'art public. C'est au Trafalgar Square à Londres. Il y a eu des projets de 4 socles. Le premier, je n'ai pas d'image, je n'avais que des vidéos. C'est Anthony Gramley, encore, qui est une star au niveau de l'art public international, qui a demandé aux gens de la population de monter sur un des socles et soit faire des prestations, mais la personne était carrément impliquée dans l'œuvre. Donc là, on avait, comme on a dit tout à l'heure, quand je vous ai montré, on est en Inventive Art Participation. Là, on a vraiment, les gens ont super bien réagi. Ça a duré pendant une période de 4 mois. Il y avait des listes d'attente. Le succès a été énorme de ça. Ensuite, il y a, je ne sais pas, c'est dans le désordre, je crois. Oui. Il y a un duo d'artistes qui est Anne Green et Dragset qui ont fait cette sculpture-là, qui est Powerless Structure. Le sujet est assez intéressant à savoir qu'au Trafalgar Square aussi, où le lieu physique lui-même inspire le pouvoir. Donc, on parle de ça. Et il y a eu aussi, je n'ai pas la 4e image, mais j'ai ça ici, qui est de Katrina Fitch, qui est le coq bleu. Donc, ce sont toutes des œuvres qui ont été vraiment très bien reçues du public. Peut-être parce qu'au départ, il y avait eu une implication du public. Donc, déjà, les gens attendaient. On avait créé l'événement. Et on s'attendait à ce qu'il était pour se passer quelque chose. Donc, ça a été vraiment très bien reçu. Ici, à Montréal, on a vu l'œuvre de Raphaël Lozano-Hébert qui avait été présentée dans le cadre de la Triennale d'art québécois en 2011 et qui était au quartier des spectacles. Et c'est une œuvre qui était, moi, j'ai trouvé fantastique, très ludique, mais qui appelait encore la participation du spectateur. Bon, on en voit beaucoup au quartier des spectacles, des œuvres qui interpellent l'implication du spectateur. Celle-ci était particulièrement réussie. Je pense, excusez-moi, il y avait une autre image où on voyait Montréal avec plusieurs œuvres, mais ça doit être mon erreur.
Donc, il y a une question qu'il faut se poser parce que c'est quoi les limites de ça, de l'implication, mais aussi des œuvres majeures. On dit qu'on veut doter Montréal de 10 œuvres majeures. On veut aussi montrer comment on est une ville de design de l'UNESCO. Est-ce que plus gros, plus large, bigger, bolder? Donc, tout ce star système-là, c'est des questions qu'il faut se poser. Comment on occupe l'espace? Comment on occupe l'espace public? Dans la lettre que Dino Boumbarou parlait tout à l'heure, dans Le Devoir, les 5 axes se penchent sur ça. On parle de l'importance que les œuvres doivent avoir et de l'importance du lien qu'elles ont dans la place publique. C'est pas juste de décorer la place publique, mais bien de créer pas un événement, mais bien de créer un espace qui va respecter autant le lieu public lui-même que l'œuvre. Donc, la compétition de dire bigger, bolder, comme ici Mark Quinn à Singapour, c'est gigantesque comme œuvre. En même temps, c'est quoi le message? Je ne la critique pas, c'est pas ça. J'essaie de vous faire réfléchir à ce niveau-là. Mais on voit apparaître des œuvres depuis le Cloud Gate à Chicago, que la plupart des gens ont en tête. C'est qui va avoir la plus grosse œuvre et ça va être quoi le landmark? Je vous ai montré d'autres œuvres plus tôt avec l'Angel. Tout ça, c'est comme la compétition. Donc, je crois qu'en voulant être une ville de design et en voulant montrer notre identité culturelle, il ne faut pas oublier qui nous sommes à travers tout ça. On n'est pas... à moins qu'on veut absolument faire partie du Star System. Dans toutes ces compétitions-là aussi, on voit une œuvre de Anish Kapoor qui avait été inaugurée lors des Olympiques de Londres en 2012, qui, selon moi, quand on connaît bien le travail d'Anish Kapoor, ne répond pas tout à fait à son esthétique, mais qui participe au Star System et aux œuvres de Star System. Ici, on a notre Douglas Coupland à Vancouver, dans le cadre des Olympiques aussi, qui est au Vancouver Harbour, qui est le Digital Orca, mais par contre, qui respecte très bien son esthétique à lui. Ici, on a Oliver Woos, Grand Mermaid, Bathing Beauty 2011. Donc, encore là, c'est aussi événementiel. C'est des œuvres qui sont éphémères. Dans l'éphémère, il y a tout le phénomène des biennales et des triennales où on fait des commissions d'œuvres éphémères, comme la Biennale de Venise. Ici, on a la Biennale de Foxton en Grande-Bretagne. Ces œuvres-là, c'est baby things. Qu'est-ce que Tracey Emin a fait? C'est qu'elle a pris des vêtements d'enfants. Elle les a moulés en bronze et elle les a disposés un peu partout dans la ville pour que les gens se posent des questions, premièrement, quand ils voient les œuvres. Elle les a peints aussi, ils sont polychromés. Pour se poser la question si ce sont de vrais vêtements ou de faux vêtements. Mais ça interpelle les gens, mais d'une façon beaucoup moins, je dirais, excusez-moi le terme anglophone, but in your face que les œuvres que je vous ai montrées plus tôt. Donc, ça mène une réflexion aussi. L'art public doit faire ça, doit nous amener à se poser des questions. Et la ville de Folkestone, c'est une ville où il y a beaucoup de mères-enfants. Donc, il y a ça aussi. Il y avait comme un discours c'est une œuvre qui est très poétique, là. Donc, je vous ai mis quelques images. Ça, c'est pas une vraie chaussure d'enfant, mais bien une chaussure en bronze. Ici, à Montréal, on a des œuvres éphémères aussi qui sont très bien faites, comme l'œuvre de Dominique Pétrin, qui est à Longueuil-Ontario et Saint-Laurent, mais on a aussi vu Dominique Pétrin cet été dans le cadre excusez-moi, là, dans le quartier gay, dans le cadre des... Excusez-moi, je cherche le terme, puis en plus, ça, j'ai travaillé avec eux, c'est un peu gênant, pour les boules roses. Donc, mais elle avait fait l'éticule du métro Papineau aussi, qu'elle avait couvert. Donc, c'est des œuvres qui sont éphémères, mais qui nous font prendre conscience de notre environnement et comment on peut transformer cet environnement-là. Ça revient aussi un peu à ce qu'on parlait un peu plus tôt avec Mu. Ça, c'est tout nouveau. C'est Anne Patterson, Grace with Light. C'est dans la cathédrale
de San Francisco. Donc, ils font des œuvres éphémères aussi. Ce sont tous des rubans qui sont suspendus au ciel, pas au ciel, pardon, mais au toit de la cathédrale et qui ramènent, en fait, l'illusion de lumière ou l'appel de Dieu. Ou, en tout cas, c'est très beau, très ludique. Mais encore là, c'est événement. Je vous amène vers l'événement. Donc, les questions, en fait, je vais vous laisser avec plusieurs questions, mais je n'ai pas nécessairement les réponses en matière de conclusion, puis je veux lancer plus le débat à ce niveau-là. Dans le contexte, moi, je trouve que ce contexte-là est intéressant. C'est intéressant de constater de quelle façon la notion d'œuvre d'art change lorsqu'il devient public. Quand il envahit l'espace où les gens se considèrent libres de toute considération, d'idées ou d'étrangeté. Sous cet angle, nous pouvons comprendre comment l'art public adopte la forme d'événement. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, quand ça devient participatif, on a plus tendance à l'accepter. Donc, il faut se poser la question au niveau événementiel. Il devient alors acceptable parce que dans les événements, on s'attend à être déstabilisé aussi. Par contre, et même si l'événement prend plus de place dans notre société, dans notre sphère publique, il est important que l'événement lui-même ne prend pas la place de l'art public. Donc, pour moi, c'était la question. C'est la question aussi sur laquelle je veux vous lancer, à savoir, puis revenir à la question de base, est-ce qu'on peut aller au-delà de l'événement en ayant toutes les considérations qu'on vient de voir. Exactement. Merci. Merci, Joanne. C'était très pertinent d'aller au-delà des incitatifs fiscaux, je pense. Très pertinent pour notre sujet. À bien des égards, certaines des arguments, des observations qui ont été partagées ici sont extrêmement proches de ce qu'on vit avec l'architecture en général, c'est-à-dire cette notion de relation entre les personnes et l'objet, relation avec l'espace, et cette idée de participation. Ça ne veut pas dire que participer, moi j'ai bien aimé participer, parce que ça veut dire que tout le monde, tu sais, qu'il y a 100 000 artistes, il y en a peut-être un, mais il y a un dialogue, c'est pas un... Alors, ça déjà, c'est intéressant, ça me faisait aussi penser, vous savez, il y a quelques semaines, on a souligné le 50e anniversaire du classement du Mont-Royal, mais dans quelques mois, on pourra souligner le 50e anniversaire du symposium de sculpture sur le Mont-Royal. Peut-être que ce serait intéressant de voir que 1964, c'était pas juste 20 ans avant 1984 et la fin du monde, et Big Brother et tout ça. Alors, il y a peut-être des choses qui sont passées. Aussi, cette idée des politiques publiques, il y a quelques années, un architecte du nom de Bonetto, certains s'en rappelleront, ont réclamé le droit de mettre au métro du collège un élément d'architecture comme élément partie du 1 %. C'est pour ça que vous avez cette étonnante colonne dans le milieu de l'espace. Mais ça pose certaines questions. Est-ce qu'il y a un royaume d'architecture puis un royaume du 1 % ou si on peut faire des choses? Vous allez plus loin sur Sherbrooke. Angle Saint-Urbain, c'est l'Office de langue française, ancienne École des beaux-arts, ancienne bibliothèque qui était là, plein de choses. Dans l'entrée, vous avez Pierre Grange qui a fait des travaux. On aurait pu avoir même la Croix du Mont-Royal dans le cadre du projet du corridor qu'on ne peut pas dire figure parmi la collection d'art public pour des raisons qu'on connaît bien, mais certainement ça participe à l'histoire de l'art et de l'art public à Montréal. Alors, est-ce qu'on peut... on a dit l'utile et futile, mais est-ce qu'il y a une... Utile, souvent, on a tendance à réduire ça à une fonctionnalité. On a appris qu'il y a peut-être plus des dynamiques qui sont intéressantes que des raisons d'être très, très linéaires. Au niveau de l'interprétation, il y a quelques années, nous autres, on s'était un petit peu mêlés de ça, notamment dans le cas des squares. Vous savez, le square Dorchester, qui est ici, une magnifique collection d'art public, mais c'est un art public qui témoigne de quelque chose d'autre que la démarche artistique. Or, on avait beaucoup d'interprétations qui nous parlaient quasiment, et ça c'est plus dans d'autres villes qu'on a vu ça, du rapport entre le cuivre, le laiton, pas le cuivre, le zinc et le plomb dans le métal dont sont faits les monuments, que la raison d'être de ces pièces-là. Et comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en 2014, poser la question de la raison d'être et donc comment
je ne sais pas, est-ce qu'on peut la communiquer simplement? Et est-ce qu'il faut admettre que tout n'est pas explicable aussi? Alors, je ne sais pas si vous avez... Et puis après ça, j'aimerais ça s'il y en a des questions ici. Et avant que je vous plante des questions. Dont on n'a pas parlé aussi. Ben oui, et puis c'est pas juste des 19e siècle commémoration, 21e siècle art conceptuel. Beaucoup des murales qui ont été présentées ont une dimension mémorielle. On a aussi les gens, par exemple, dans Argenteuil, les gens essayent de sauver le monument à la bataille, là, qui est une espèce de gigantesque fresque en béton armé. Puis à partir du moment du béton, bien, par définition, c'est pas de l'art, hein, certains disent. Alors, commémoration. Parce qu'elle est au-delà de l'événement aussi, tout l'aspect commémoratif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais qu'il y a des débats concernant les œuvres qui sont en lien avec le 9/11. Il y a des gens qui veulent s'en souvenir, d'autres qui ne veulent pas s'en souvenir. Mais il y a quand même un aspect commémoratif, puis aussi savoir d'où on vient. Je veux dire, dans l'espace public, c'est important de se poser ces questions-là. Oui, puis nous, on constate chez MU que l'aspect commémoratif, là, ça suscite beaucoup de demandes de murales. Alors, c'est souvent le moment où les gens pensent à nous, c'est quand arrive le 100e anniversaire ou le 50e. Ils veulent faire quelque chose pour la communauté, puis ils veulent marquer le moment, puis ils veulent aussi s'inscrire dans le temps, dans ce qui s'en vient devant. Alors, il y a vraiment un besoin de commémorer, on le constate, nous. Et comment vous abordez ça? Parce que souvent, des fois, c'est d'histoires très locales, mais qui participent à une histoire plus collective. Est-ce que vous... Bien, puisqu'on travaille communauté par communauté, quartier par quartier, généralement, c'est quelque chose d'assez ancré là, dans un territoire délimité, si on veut. Et puisqu'on travaille avec les acteurs de la place, on s'assure d'aller chercher ce qui va être significatif pour l'environnement, pour les éléments qu'ils veulent mettre de l'avant. Mais encore là, comme je l'ai mentionné, je l'ai mentionné assez rapidement dans mon exposé, c'est qu'on fait cette consultation auprès des acteurs de la communauté en amont. C'est-à-dire, on ne leur demande pas ce qu'on va mettre sur le mur. On va chercher, je vais faire le parallèle avec une agence de pub, on va chercher le brief. Hein? On va chercher un peu c'est quoi les intentions, c'est quoi comment ils voient ça. Et ensuite de ça, on fait travailler des artistes et on arrive avec un certain nombre de propositions qu'on juge nous-mêmes, évidemment, toutes intéressantes, acceptables. Et là, il y a une décision qui se prend au niveau local. Comment est-ce que tantôt vous parliez de Johannesburg. Bon, Johannesburg a une politique, effectivement, au niveau du sens, mais ils se sont donné une ambition qui semble un peu modeste là, mais, à nos yeux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'hémisphère sud, fait qu'on ne sait pas ce qui se passe trop, mais ils ont décidé qu'ils seraient la plus grande galerie d'art à ciel ouvert au monde. C'est quand même assez volontaire comme choix. Là. Ça veut dire que chaque espace qui peut être l'occasion de faire quelque chose, que ce soit petit ou grand, a une mission dans cette grande ambition qui sont données justement dans un processus post-apartheid. Et il y a quelques années, on avait une rencontre dans le cadre de l'ICOMOS, Conseil des monuments et sites à Berlin, sur l'iconoclasme en Europe de l'Est post-communiste. Puis là, on avait les gens qui nous venaient de Leningrad et qui disaient on a 125 statues de Lénine chez nous. Et malheureusement, c'est à peu près ce qui a été fait de plus solide par le régime. Alors, un, c'est de l'histoire de l'art intéressante parce que c'est les meilleurs artistes. Deux, c'est les meilleurs matériaux. Trois, elles sont aux endroits où personne ne veut les voir. T'sais. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie les mémoires? Est-ce qu'il y a d'autres... Dans beaucoup des cas, il y avait une démarche, puis l'Ange du Nord, c'est ça? Mais il est quand même... C'est peut-être pas une source de mémoire, mais il est en train de bâtir une histoire. Il est en train de bâtir une histoire, mais je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les... Puis je ne dis pas ça parce que Francine est là, mais on est à Montréal, je trouve qu'on a des œuvres qui commémorent bien sans que ce soit de l'ordre de la statue. L'œuvre qu'on a vue de Cook-Sasseville tout à l'heure, le batteur à œuf, à moins que je me trompe, Francine, mais il est vraiment en lien avec le quartier dans lequel il s'est implanté. Avec la fonction du centre Jean-Claude Malébar, et je vais me permettre de citer les artistes qui avaient dit, on a décidé de... C'est Francine Laure, ici, qui est devant nous, qu'on la salue. Avoir
y a une panoplie d'exercices et d'activités qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et il y a des communautés différentes aussi, il y a des jeunes athlètes, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes défavorisés. Et pour eux, c'était ça l'idée du centre. Quand Jean-Claude n'allait pas, c'était de réunir dans un même lieu. Mélanger. Ça va brasser. C'est ça, oui, enfin. Mais dans plusieurs quartiers aussi, on le voit. Mais je pense qu'à Johannesburg, en fait, qu'est-ce que je trouve qui est un petit peu trop serré, c'est qu'ils sont autre chose qu'une communauté qui est post-apartheid. Oui, l'apartheid a été hyper importante, puis ça a marqué l'histoire et le paysage nécessairement, mais ils sont autre chose que ça. C'est comme si on oubliait vraiment l'histoire de cette communauté-là aussi. Donc, c'est là, quand je pense... Tout à l'heure, je me posais la question en me disant, est-ce qu'une politique doit être aussi précise que dire elle doit être post-apartheid? S'ils se sont donné l'objectif d'être la plus grande galerie à ciel ouvert, c'est une chose. Mais que toutes les œuvres doivent être en lien avec l'apartheid, c'est une autre. C'est juste ça que je remettais en question au niveau de... Bon, c'est l'ambition par rapport au programme presque politique, là. Oui, voilà. Bon. C'est bien parce qu'il pourrait aussi changer de sujet. Il pourrait dire, on voit la métropole post-corruption. Malheureusement, ça va pas longtemps. Hein? Ouais, mais ils sont déjà on va essayer. Qui a vu Corridor ici? Oui? Bon, c'est ça. Merci. C'est une façon de faire un petit sondage sur la moyenne d'âge dans la salle. Très intéressant. Mais il y a quelques années, on aura le 2017. Une des choses qu'on a poussées, c'est qu'on multiplie les corridors à Montréal. Alors, tu sais que la rue Sherbrooke revive, mais Saint-Laurent, Wellington, tu sais, que des axes soient corridorisés. Et est-ce que c'est faisable? C'est dans 3 ans, hein? Parce qu'une chose qu'on a appris de MU, c'est qu'on peut faire des choses vite, mais après ça, ça a de l'air du diable. La murale du métro Place des Arts, elle peut encore durer, il faut la restaurer, mais elle peut encore durer parce qu'elle est faite pour ça. Mais il y en a plusieurs qu'on fait maintenant, c'est spectaculaire, puis l'année d'après, ça a l'air du diable, puis c'est là qu'on commence à tomber dans la déprime, puis ce qui était l'effort de transcendance. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose d'ici 2017? C'est un legs, là, parce que le mot legs est important pour 2017. Parce qu'on fait la fête tout le temps à Montréal. C'est la fête là, dehors, constamment. Mais 2017, il faut que ça dure. Il faut s'y mettre tout de suite. Hein? Il n'y a pas oui, une minute. Il faut s'acheter les peintures. Là. C'est ça. Benjamin Moore. Ouais. Ah! Nous, on ne fait pas de pub. C'est ça. Question? Oui? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été étudié. Est-ce que attendez, on va faire... Pour vous donner un droit de parole, on va vous donner un instrument de la parole. Ce n'est pas une cérémonie de la parole ici, mais ça prend quand même un moyen d'enregistrer, puisqu'on souhaiterait que l'échange ici soit diffusé par la suite. Bon, bonjour. Ah. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été étudié ou non, mais pour la question de l'utilité de l'art public, moi, je trouve que le lien avec l'aménagement, c'est l'art agrémente l'expérience du piéton. Alors, il y a toute la question dans le détail dans la ville, quand on marche et on voit, puis on a des surprises, et c'est agréable. Alors, je me demande si cet aspect a été regardé, et je sais que, par exemple, à Vancouver, ils ont mis beaucoup d'emphase sur l'expérience d'être un piéton. Alors, il y a sur le trottoir, des fois, il y a des gravures dans le ciment. Alors, on regarde en bas, puis on voit des choses agréables. Puis, même à Québec, il y a plusieurs petites sculptures, des fois, quand on marche. Et je trouve que ça doit avoir un grand impact pour garder les gens en ville et pour qu'ils prennent du plaisir en marchant, d'oublier leurs autos, d'utiliser le transport en commun. Quand nos stations de métro, quand c'est beau, on veut y être. Alors, tout ce lien entre l'art et l'aménagement, dans ce sens-là, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus.
Oui, moi j'en ai beaucoup. Je trouve que c'est essentiel. C'est pour ça aussi tout à l'heure, je vous ai montré les œuvres de Tracy Hemons pour cette raison-là, dire qu'on n'est pas obligé d'être dans le gros, mais on peut être aussi au niveau du piéton. La relation avec la rue est importante, mais aussi la relation avec l'espace lui-même. Donc, si c'est dans un parc où la taille varie beaucoup. Là, à savoir s'il y a eu des études poussées avec des chiffres comme je vous ai donné, là, je ne sais pas s'il y en a eu. J'ai pas, moi, au cours de mes recherches, j'en ai pas vu, mais je suis certaine qu'il y en a. Oui, puis c'est bien de célébrer toutes les surfaces. Chez MU, on a fait des merveilles avec des bennes à déchets. Vraiment là, de toute beauté. J'en prendrais une dans mon salon. Là. On a fait des merveilles avec des marches, avec des bancs. Tout à fait. Il faut célébrer toutes les surfaces de tous les formats. Je suis bien d'accord. Oui, bien écoutez, nous, on irait même au-delà de ça. On dirait plutôt que juste les piétons, c'est les promeneurs. Hein? Parce que, tu sais, on peut... A à B, c'est piéton, mais promener, c'est des citoyens. Mais par contre, Héritage Montréal, notre président est là, et c'est très important. On ne peut pas, nous, se concentrer sur le trottoir, parce que notre mission, c'est d'élever le regard. Alors, tu sais, on veut que les... Daniel Chartier. Moi, je poserais la question sur dans les cimetières, l'art commémoratif, enfin, toutes les représentations. Il y a des œuvres absolument extraordinaires dans le passé, mais on dirait qu'aujourd'hui, dans les cimetières, les gens, ce qui est légué, c'est rare qu'on trouve des œuvres c'est plate. Hein? C'est plate, quoi. Oui, bien, il y a comme une industrialisation du monument, mais par-delà ça, le geste que les gens fassent poser des gestes individuels ou en groupe ou autres. Je me demande pourquoi il y a ce déclin-là. L'espace public dans les lieux civiques, oui, mais dans les cimetières, on dirait qu'il y a cette perte-là de recherche de valeurs transcendantes. Peut-être est-ce l'effet pervers de la démocratisation et du recours aux urnes trop important, mais on a sans doute des explications plus sérieuses que ça. Sûrement, puis également, je pense que ça serait mal vu maintenant que de s'offrir un monument. On apprécie ceux du passé, mais j'ai l'impression là, que, connaissant mon consommateur, là, quelqu'un qui s'offrirait là, un super monument ou une œuvre quelconque un peu hors norme dans un cimetière, ça ne serait pas très bien accepté. Feeling. Ouais. C'est intéressant alors qu'on n'a pas trop de problèmes à s'acheter 4 voitures, puis en tout cas. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au fait, mais c'est Charles Daudelin qui a fait sa stèle qui est assez magnifique. Ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est la seule qui me vient en tête, qui est dans les dernières œuvres, je dirais, commémoratives, mais c'est sa stèle à lui qui l'a fait, donc, mais ça vaut la peine. Malheureusement, je ne me rappelle plus dans lequel cimetière il est. Pardon? Mont-Royal. Ah oui. Donc, peut-être ça vaut le déplacement d'aller voir ça. Puis, je suis assez d'accord au fait moi, j'associerais ça, puis c'est peut-être plus à un niveau plus philosophique, mais la place de l'être même dans notre société. On parle beaucoup de collectivité, mais on parle rarement de personnes, donc tout l'avènement des sociaux. Puis c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de selfie, des choses comme ça. Donc les gens se mettent beaucoup de leur vivant de l'avant. Je pense qu'ils ne pensent pas trop à la mort. C'est peut-être plus de nature philosophique, ma réflexion. Mais dans les cimetières, on n'a pas juste les artistes qui font leurs œuvres. Il y a le buste de la liberté qui est très émouvant, qui s'est fait voler je ne sais pas combien de fois, parce que c'est du bronze. Mais on a des gestes parfois qui n'ont pas de l'air d'une œuvre d'art, mais qui sont en fait des monuments qui ont été songés avec beaucoup et puis ça peut être aussi, dans ce cas-là, des architectes, des concepteurs qui ne sont pas nécessairement des artistes au sens sculpteur du terme, mais qui ont produit ça. Puis c'est vrai que c'est un espace artistique qui a été peu exploré, peu documenté. Il y a eu une petite publication du Musée des Beaux-Arts sur certaines choses.
L'écomusée de l'au-delà fait autre chose, mais c'est peut-être un espace qui mériterait d'être mieux connu. Ça nous mettrait au défi. Regardez, on a des figures emblématiques comme Maurice Richard. Puis qu'est-ce qu'on a donné à Maurice Richard? Ça a l'air d'une œuvre d'art, mais je ne sais pas qui l'a fait. Enfin... Celle aux ailes de la mode, là? Pardon? C'est celle aux ailes de la mode? Non, c'est Ken Dryden, ça. Il est encore vivant. Mais... plus connaissante en art qu'en hockey. Bon, OK. Tant que vous ne dites pas Jack Nicklaus, ce serait on est pas pire. Oui? Il y a une galerie d'art. Ah, micro, attendez, là. Oui. Il y a une galerie d'art au cimetière. Notre-Dame-des-Neiges? Oui. Mont-Royal? Oui. Bon, Et voilà. une galerie. Et il y a un espace quand même... Qu'est-ce qu'on y voit? Ça dépend des thématiques. Le Mont-Royal, le parc, les photographies. Okay. Oui, mais ça, c'est une activité. Il y a effectivement des espaces d'exposition, mais quand on prend les monuments eux-mêmes... Non. Hein, et puis, il y en a qui sont des pièces signées. Hein. Alors, prochain, qui est-ce qui a demandé la parole? Là, on a M. Descaries ici, après ça, Mme Descaries, là, chacun, on prend. On va sortir tout le monde, puis on va donner des étiquettes avec des numéros. Là, ça continue. Jean Descaries, urbaniste. Et parlant de Daudelin, il y a, à mon sens, qui est la plus importante œuvre d'art public à Montréal, qui est son Agora, que tout le monde haït. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. De plus en plus, on commence à renverser la vapeur, mais ça n'a pas été simple. Et même la Ville de Montréal voulait le démolir. Je ne sais pas où en est le dossier actuellement. Mais je pense que ça, c'est une chose qui doit être absolument protégée et magnifiée et redéveloppée. Parce que Daudelin, j'ai connu Daudelin, il était très déçu de la façon dont la Ville n'avait pas entretenu et complété l'aménagement. Il y a une question on n'a pas parlé, mais il y a toute une question de sécurité aussi, parce que c'était beaucoup dans... Là, Francine, si tu veux en parler tout à l'heure, je ne suis pas certaine qu'au niveau de la Ville, je ne vais pas me prononcer pour la Ville, mais il y a toute la question de sécurité. L'œuvre de Daudelin, en fait, la puissance, je ne sais pas, vous êtes au fait que la puissance de la coupole, quand elle se renversait remplie d'eau, pouvait tuer quelqu'un. Il y a aussi, ça peut casser le cou, là. C'est ça qu'on avait vu dans les études. Il y a aussi l'œuvre de Daudelin, l'Allegro Cube, je crois, le titre, qui est en face du palais de justice. Donc, ce sont deux cubes qui s'ouvraient et qui se fermaient à la base. Et, il y a des gens qui se mettaient à tête là. Donc, c'est une grosse question qu'il faut se poser parce que, en fait, moi, je pense que maintenant, on est en train aussi de parce que l'œuvre elle-même, si on veut respecter l'œuvre, soit les deux œuvres de Daudelin dans ce cas-ci, si on veut respecter les œuvres, il faudrait respecter la nature de l'œuvre. La nature aussi de dans quel aspect elles ont été faites et pour quelles raisons elles ont été faites. Mais de plus en plus, on voit des œuvres qui sont, excusez le terme, gentilles, parce que les enfants peuvent pas grimper dessus. On est en train de protéger le citoyen de l'acte je dirais, de prendre d'interaction, puis pas juste ça, de s'approprier l'œuvre. À la limite, c'est toutes les questions légales là, j'imagine qu'on pourrait en parler longuement, mais il y a cet aspect-là, on n'en a pas parlé. Moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit, on ne peut pas rentrer là-dedans, on a juste 20 minutes. Mais c'est ça, puis il y avait cet aspect-là, puis comme Dino a dit tout à l'heure, pour l'Agora, c'est pas juste la coupole, hein, c'est tout l'ensemble au complet. C'est un agora. Elle est fendue aussi. La légende urbaine veut qu'un Robinus ne soit pas écrasé dans une main ou quelque chose comme ça à l'époque, quand ça a été. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Mais de toute façon, elle ne fonctionne plus. Non, je sais. Et ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça, l'agora. Ça, c'est vraiment. Non, pas du tout. Le Mastodio, c'est ça. M. Daudelin, le fils, c'est un godet, dans le fond. Il n'avait pas aimé ça quand j'appelle un godet. Mais c'est pas ça qui est important, c'est l'ensemble. C'est ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une œuvre comme ça qui est plus fonctionnelle? Le problème, c'est que ça a été construit à un endroit où il n'y avait plus personne. C'est une zone qui était complètement dépopularisée. Et maintenant, ça se repeuple. Il va y avoir
Ça a déjà commencé à revivre, d'ailleurs, un peu. Je pense que c'est pas le moment de démolir. J'ai une autre question. Non, il y a un autre... Monsieur Descaries, vous avez déjà un gros crédit qui a été utilisé. Ici en avant, micro, Lilia Boulassa. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvée très intéressante. Tout le long de l'exposé, je me suis répondu en fait moi-même à la question, l'art public dans la ville, utile ou futile. J'ai un parti pris et c'est pas tant une question en fait qu'un commentaire qui abonde dans le sens de ce que la dame à l'arrière disait un peu plus tôt. Elle parlait des piétons dans la ville. Moi, c'est le lien que je fais entre l'urbanisme, l'aménagement et les œuvres d'art, si je puis dire, comme marqueurs spatiaux aussi pour se repérer dans la ville, qui marque, qui participe aussi au changement d'ambiance. On se repère, on sait à peu près où on est. Et comme vous disiez, vous travaillez à un niveau local. Et donc, au niveau local, avec l'histoire de cette localité-là ou de ce quartier-là. Donc, forcément, à mon avis, de façon très ludique, une œuvre d'art ou une murale peut participer justement à se dire, bon, ben, de quoi parle cette œuvre-là? Ah, elle parle de telle ou telle, elle raconte telle ou telle histoire parce qu'on est à tel endroit, mais forcément, l'histoire change. Je pense à ça particulièrement quand je traverse la rue, par exemple, Sherbrooke, dans le Golden Square Mile, ou dans le quartier du musée, où on voit souvent des œuvres exposées. C'est pas le seul endroit, mais c'est l'un des endroits les plus manifestes. Et dans cette optique-là, je trouverais ça intéressant de voir un petit peu plus de ces petits pop-up, de ces bulles d'art. Sur Mont-Royal aussi, dernièrement, ils ont mis des bulles, comme des bulles de bande dessinée, une chose qui est très intéressante. Donc, moi, je félicite une telle initiative. Ouais, c'est tout. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. En arrière, ici. Les phylactères, est-ce qu'on aime? Bonsoir. Est-ce que vous croyez que Montréal a le potentiel et les ressources en fait, les ressources pour être considérée ou devenir une galerie à ciel ouvert de renommée internationale? Et si oui, comment on s'y prend et voilà. Ben, ce qui nous manque chez MU, là, c'est un mécène. Alors, l'invitation est lancée parce qu'à chaque fois chaque murale fait l'objet d'une gestion de projet autonome. Alors, à chaque fois, Elisabeth Anne et son équipe doivent prendre leur bâton de pèlerin puis aller voir les différents acteurs et tout ça. Alors, au moment où on pourra avoir une base financière, on pourra sans doute accélérer le tempo, mais notre objectif à court terme, court-moyen terme, c'est 100. Alors, déjà, on est à 50 et le rythme est exponentiel. Alors, d'ici quelques années, on sera à 100 et je pense qu'on peut devenir une destination de murales, des murales à la montréalaise qui vont se distinguer de ce qu'on a ailleurs, qui ne sera pas Philadelphie, qui ne sera pas d'autres destinations, qui ne sera pas Sherbrooke, qui ne sera pas Québec, qui ne sera pas Lyon, mais qui va être Montréal. Je pense que ça va être dans l'authenticité, ça va être dans le reflet de chacune des communautés. Et à un moment donné, on aura un beau parcours à offrir aux gens sur différents supports. Est-ce qu'on l'a déjà? Qui dit quelle horaire? C'est moi. Pourquoi? Je pense que votre exemple... Attendez, s'il vous plaît, là, juste pour, c'est pour que tout le monde un peu sache. Sinon, on vous envoie au cocktail, puis vous engueulerez entre les deux. Voilà, c'est bien. Bonsoir. Oui, mais malheureusement, elle ne posait pas une question. Mon nom est Emmanuel... J'y vais? Oui, allez-y. Oui. Mon nom est Emmanuel Galland. Quand vous parliez d'œuvres d'art gentilles, je pense qu'on a l'exemple parfait avec MU. Ça explique mon point de vue. Et vous avez vu les œuvres qu'on a montrées? On travaille avec des grands. Oui, il y a des choses... Je vis à Montréal depuis 25 ans. Je marche beaucoup dans Montréal. Je me perds beaucoup. Je vais découvrir des nouveaux espaces, des nouveaux quartiers, etc. Et je ne veux pas parler plus longtemps. Oui, c'est quand même mieux que des nounours en bronze, non? Moi, pour répondre à la question, par contre... répondez à cette question. Vous avez commencé en posant votre question en posant si on avait le potentiel à Montréal. Moi, je pense qu'on a le potentiel créatif, clairement. Puis on a le potentiel aussi au niveau... je ne vais pas prêcher pour ma paroisse de conservateurs, puis tout ça, mais de gens, des spécialistes au niveau de l'art à Montréal. Puis on fait juste regarder le travail du Bureau d'art public. Ils font un excellent travail. Donc, le potentiel est là. Mais encore là, ça revient à ce que Anne disait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et là, je ne vais pas trop revenir sur le rapport Bourget, mais les incitatifs fiscaux qui vont
on souhaite voir le jour. Ils sont justement mis de l'avant pour ce qui est le 1% au niveau public, deviennent aussi dans la sphère privée. Donc, les gens de la sphère privée vont pouvoir se prévaloir d'incitatifs fiscaux. Donc, on prend les moyens pour encourager ça, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas nécessairement tomber dans la compétitivité de la plus grande ville. Je pense qu'il faut se recentrer un peu aussi. Oui, il y a un côté attractif au niveau du tourisme. Il y a une question aussi de sentiment d'appartenance à sa ville. Tout ça doit être développé, mais on a clairement le potentiel, c'est l'argent qui manque. Mon nom, c'est Luc Cloutier-Villeneuve. Je suis résident de Montréal depuis 17 ans et je commence à me sentir plus montréalais qu'autre chose. Je marche beaucoup dans la ville et les murales m'interpellent énormément. Et c'est vrai que les murales, c'est très policé, c'est très beau, c'est doux. On voit qu'il y a quelque chose qui est très serein. Il y a un pendant intéressant aussi à Montréal, ce sont les graffitis. On n'en a pas parlé. Il y a aussi un mauvais, je pourrais dire, il y a un autre phénomène face aux graffitis qui est le vandalisme, en fait, les scratchies qu'on appelle, en bon terme, les tags, et qui attaquent les graffitis. Je ne sais pas si c'est pour vous les graffitis, parce qu'il y a une question ici, on l'a posée, est-ce que c'est de l'art public? Est-ce que c'est de l'art, les graffitis? Moi, je pense que oui, à différents degrés. Ça meuble énormément la ville, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'événements, notamment le Under Pressure là, qui a lieu à chaque année et qui fait une performance live. C'est très éphémère, les graffitis, je peux en convenir aussi, mais certains durent depuis longtemps. Moi, j'ai fait des petits livres là-dessus et je m'amuse à écrire, et j'ai comparé Toronto avec Montréal. Et une des choses qui est ressortie, c'est qu'à Toronto, on a concentré les graffitis, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans la ville, dans quelques ruelles. C'est très, très bombardé, il y en a une tonne. Et à Montréal, il faut les découvrir. Et c'est là tout l'intérêt et le jeu. Et on se promène et on tourne une rue et on voit un graffiti qui nous apparaît. Et c'est souvent illégal, on le s'entend, mais ça meuble l'espace. Moi, une question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au graffiti, mais en fait par rapport au vandalisme à Montréal. Pour avoir voyagé quand même à un certain nombre de villes américaines et en Europe, j'ai jamais vu autant de scratchy, de tags à Montréal. Ça semble unique. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas de respect pour cette ville. C'est comme si, moi, dans mon quartier, dans Rosemont, la 9e avenue, il y a un Dairy Queen qui a vraiment une dynamique spéciale. Tout le monde vient, c'est comme dans les années 50 ou 60, les gens viennent manger leur crème glacée. Il y a un édifice à côté, et sur le mur, il y avait des graffitis, en fait des tags, très grossiers. Et à un moment donné, dernièrement, cet été, il y a des artistes, qui ont mis la peine de faire une belle murale, je pourrais dire. Et tout de suite, ça a été attaqué. Et par 4 à 5 reprises, les artistes sont revenus repeindre. Et aux dernières nouvelles, le combat était perdu. C'était vraiment méchant ce qui était fait. Donc ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment ouvert? Qu'est-ce qui se passe à Montréal pour avoir autant... Et là, je parle de ce phénomène-là, mais tout le monde connaît dans toutes les rues, sur les commerces, sur les maisons, il y a tout le temps, des scratchies. Et c'est du territoire, c'est de la revendication. Je trouve ça un peu... et là, on parle d'art public. Si on a des œuvres majeures qui apparaissent et qui ont qui vivent la même situation, est-ce qu'on va se dire qu'on mérite d'avoir ce genre de choses? Alors, c'est mon commentaire et mes questions à la fois. Okay. Nous, on est dans le graffiti légal. Alors, on travaille avec plusieurs graffiteurs. Et c'est une façon aussi, en donnant de l'emploi à des graffiteurs, on travaille avec des muralistes, on travaille avec toutes formes d'artistes visuels, mais de donner de l'emploi à des graffiteurs, c'est une façon aussi de s'infiltrer dans ce groupe-là et de s'assurer d'avoir le respect de la communauté quand c'est un des leurs qui a travaillé à la murale. Alors ça, c'est une des façons pour nous de faire. Et nous, notre expérience, en tout cas sur nos murales, et je ne sais pas si c'est la démarche ou... généralement, elles sont respectées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait appel à nous. C'est une forme de prévention du graffiti illégal. Alors, parce que généralement, ce qu'on voit dans le milieu, c'est que si... il y a un respect mutuel qui s'exerce. Et si on a vu pendant 6 à 8 semaines une équipe travailler, généralement, le respect s'est imposé. Il y a eu des cas d'exception, c'est sûr, notamment
les fois où on a eu des problèmes, c'est quand, pour des raisons hors de notre contrôle, disons que l'échafaud reste en place durant la nuit. Ça, c'est une invitation. Bonjour tout le monde, là, à avoir du trouble. Mais généralement, on s'en est bien tiré jusqu'à présent. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi, à Montréal, il y aurait plus de graffitis illégaux qu'ailleurs. Oui. Oui. Oui, oui. 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 À Montréal, il y a des œuvres exceptionnelles. Oui. Vraiment, il ne faut pas dire qu'il faut que ça passe par le mural, parce que là, à ce moment-là, on est dans une intervention vraiment, je dirais, réglementée. Oui, oui. On enlève toute forme de créativité, parce qu'il y a énormément d'expressions. Oui, oui. Souvent, ça peut être violent, j'en conviens, il y en a qui n'aiment pas les images. Oui. Ça reflète une société aussi dans son Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous, on travaille avec les propriétaires des murs. Hein? Alors, c'est le propriétaire qui vient vers nous, ou on va vers le propriétaire, mais la décision est prise à ce niveau-là. Si on arrive comme résultat de concentrer les activités Oui, oui, oui. Vous en conviendrez que c'est Merci. difficile à gérer quand même, là. Oui, tout à fait, mais quand les graffitis ne sont pas attaqués, ils peuvent être intéressants. Je pense qu'il y en a beaucoup de graffitis à Montréal qui sont pas intéressants. Vous avez posé une question tout à l'heure, j'ai pris une note parce que j'avais marqué aussi intégration des graffiteurs, puis Anne en a parlé. Mais vous avez posé la question si on considérait le graffiti comme de l'art. C'est une forme d'art graphique. Donc, on ne refera pas tout le discours autour de l'art, mais oui, c'est de l'art graphique. C'est rentré dans les galeries d'art. Oui, oui, c'est rentré. C'est un angle, disons, plus bourgeois, ou un peu certain l'embourgeoisement, en disant on pense au pop-art, puis on pense aux années 80 avec Station, en cours. Oui, ça, c'est la récupération du marché, là. Puis je ne suis pas sûre que j'irais dans l'embourgeoisement, mais ça, c'est une autre discussion. Peut-être une dernière, merci, une dernière avant de passer. Puis ben voici, c'est monsieur Chapdelaine, tiens, qui n'a pas eu le droit de parole, mais qui va attendre son micro pour s'exprimer, pour que tout le monde comprenne. Ma question sera très, très simple. J'aimerais demander aux conférencières, mais également à toi, dis-nous, quel endroit à Montréal manque assurément d'une œuvre artistique? Est-ce qu'on parle, la question, c'est où sont les déserts d'art public, c'est ça? Posez Comme le comme désert ça. alimentaire et tout ça, non? Bon. Moi, j'en vois partout. Mais puis, je dois dire aussi, là, moi, j'aime toutes les formes d'art. Hein. J'aime l'art éphémère, j'aime l'art provoquant, j'aime l'art plus conciliant. Et plus Montréal va offrir ce genre d'art public, mieux on va se porter. Donc, moi, plus il y en a, mieux je me porte. Ben oui, je siège sur le comité consultatif du Bureau d'art public et on veut se doter de 10 œuvres majeures, disons, en 10 ans. Et on a identifié des lieux, je ne peux pas vous en faire part, mais il y en a plusieurs lieux qui sont intéressants où il peut y avoir des œuvres qui vont être majeures et qui vont être, comme on dit dans le terme, un landmark. Est-ce qu'on peut deviner les endroits? Ah. Si on devine, est-ce qu'il va y avoir des signes de... Vous pouvez, oui, j'ai l'accord. Le centre-ville, j'espère. Oui, il y en a. Mais pas juste en centre-ville. Il y a des endroits limitrophes au centre-ville aussi. On peut pas. Moi, je dirais le fleuve. On a vu comment il y a eu des choses formidables qui sont faites sur le canal de la Chine quand des groupes en art ont installé des œuvres dans l'eau. Ben, le fleuve Saint-Laurent, avec la montagne, il ne faut pas en mettre sur la montagne parce qu'il y en a déjà plusieurs, mais le fleuve est complètement désertique de ce côté-là. Ben, vous irez vous promener sur le pont Champlain, c'est quand même 3,5 km, mais avant qu'ils se rendent là, on a avant ça. D'ailleurs, c'est une très belle façon de... J'aimerais peut-être remercier nos conférencières, Joanne Kane, Anne Darche, pour ces interventions. Je voudrais vous remercier pour les vôtres, tout en sachant que ça a peut-être été frustrant qu'on
on fasse ça de manière un peu rapide, mais l'idée est quand même de poursuivre ça à l'extérieur par un petit verre qui mettra ça dans un autre contexte. Un rappel, le 12 mars prochain, ici, on aura justement, Madame, vous avez tout à fait amené le point, le 12 mars, le prochain échange portera sur le transport, ses infrastructures et la notion d'architecture. Alors, on a souvent, que ce soit les abribus, ou bien les stations de métro, ou bien les ponts, ou bien les gares, ou bien tout ça, là, il y a de la place pour que la notion d'architecture soit présente là-dedans. Et au cours des dernières années, on a vu ces espaces qui étaient auparavant très symboliques d'une société. Les gares, c'était les portes d'entrée, les ponts, ça, devenir des espaces dominés par la notion de transport, ce qui fait que peut-être qu'on a oublié l'architecture. Alors, on essaiera de discuter ça avec Alain Dufour et Gérard Baudet. Donc, il y aura du sport, certainement. On vous remercie, puis on vous souhaite un bon 22 janvier, mais on continue ça à l'extérieur. Merci au Musée Mécro.